Donc on a le plaisir d'accueillir ce soir Béranger et Corentin qui travaillent dans une entreprise qui s'appelle Radial et qui est une spécialiste du connectique. Hein. Donc ils vont présenter l'entreprise eux-mêmes plus en détail. On est vraiment dans un cœur de métier qui est peut-être plus près de l'électronique que des sciences des matériaux, avec des enjeux, des enjeux de connectique. Hein. Et donc on les a invités parce que en juin dernier, au titre de l'école, on avait été invités à présenter ce qu'on faisait pour essayer de sensibiliser, voire de former nos élèves ingénieurs dans le cadre de l'école sur les enjeux d'éco-conception et d'analyse du cycle de vie des produits. Et puis, suite à cette conférence qu'on avait faite, j'ai rencontré un peu les gens du milieu électronique. Et puis, j'avais pas tellement d'interlocuteurs. Les gens étaient contents, sensibilisés, mais pas tellement d'interlocuteurs qui nous disaient nous, on est dans l'action. Puis là, paradoxalement, lors du dîner de gala, je suis à côté d'une dame qui me dit ah oui, oui, mais moi, j'ai bien écouté parce que ça me parle ce que vous me dites. Moi, j'ai 2 gars dans mon entreprise, c'est des furieux. Et donc, elle me vend le truc en me disant mais nous, l'éco-conception, l'analyse cycle de vie, quand on fait de la connectique, c'est déjà des gens qui regardent les solutions donc à service équivalent, ils font l'analyse de cycle de vie des produits. Et si à service rendu, qui est le même, ils prouvent que la performance environnementale est meilleure, eh bien l'idée c'est d'aller vers le fait qu'on va remplacer la solution qui existe par une solution qui serait plus éco-responsable. Vous m'avez dit que c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais en tout cas c'est comme ça que ça m'a été vendu. Et moi je me suis dit oh là là, ça c'est les ingénieurs que je rêve de former. Il faut absolument que vous rencontriez des jeunes qui sont dans l'action et qui sont en capacité de pouvoir vivre ces enjeux-là dans un cadre crédible qui est celui de l'entreprise qu'elle existe aujourd'hui. Voilà. Donc en tout cas, je suis très heureux de les accueillir au titre de l'école. Donc on est très heureux de vous accueillir et je vous donne la parole. Voilà. Eh ben, merci beaucoup Merci. de nous avoir invités déjà. Merci beaucoup à Camille d'avoir organisé cette petite présentation. Donc ça va être une présentation à peu près d'1 heure. On va avoir une demi-heure d'échange après. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder toutes les questions pour la fin. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter. On y répondra avec plaisir. Si on ne répond pas à toutes les questions, on vous partagera nos adresses mail. Donc vous pourrez même nous harceler plus tard si vous le souhaitez. Donc pour le plan, on va se présenter rapidement. On va présenter ce qu'est Radial, qu'est-ce qu'on fait et quel est le bilan carbone de Radial. Donc Corentin s'occupera de cette partie. Je vais parler plus en profondeur de l'éco-conception à Radial. Comme votre professeur vous l'a dit, vous avez certainement déjà abordé le sujet dans votre école, mais on va s'apercevoir que ce n'est pas forcément déployé de la même manière en entreprise. On va parler d'innovation et un petit retour d'expérience. Donc là, c'est une vision un petit peu plus personnelle de comment est-ce qu'on vit le bilan carbone et l'éco-conception au sein de notre entreprise. Quels sont les différents enjeux qu'on peut avoir quand on arrive dans une entreprise et quand on fait de l'éco-conception du bilan carbone. Voilà. Donc bonjour à tous, moi c'est Corentin Bélier, donc, je suis chef de projet stratégie bas carbone chez Radial. Donc, avant de faire ça, j'ai fait une formation d'ingénieur à l'ECAM Lyon, un master spécialisé justement dans les enjeux environnementaux. C'est pour ça que ça m'a permis de rentrer chez Radial en stage de fin d'études pour faire le bilan carbone. Et donc depuis, je travaille sur le bilan carbone et sur sa stratégie. Et donc c'est ce que je vais vous présenter tout de suite. Et moi, du coup, c'est Béranger Tollet. Donc, ça va faire aussi après 3 ans que je suis chez Radial. Je suis chef de projet en éco-conception. Et donc, j'ai fait mon école d'ingénieur à l'ENSAM avec une spécialité qui s'appelle ECOBS, c'est éco-conception de biens services. C'était à Chambéry, donc dans un cadre plutôt très sympathique. Et donc, j'ai fait ma 3e année en alternance avec Radial, qui m'ont conservé par la suite. Et je parlerai de mes missions juste après. Donc du coup, je vais commencer par présenter Radial, qui on est. Donc on est des spécialistes dans la solution d'interconnexion. On appelle ça des connecticiens. Il y a un petit monde des connecticiens. Il y a plusieurs entreprises qui font ça et on est vraiment spécialisé sur un tout petit bout des systèmes, c'est-à-dire toutes les connectiques entre soit 2 câbles, soit un câble et une carte mère, soit 2 cartes mères. Donc nos technologies clés, c'est la radiofréquence principalement. Et historiquement, c'était notre fondateur Yvon Gattaz, d'ailleurs, qui est décédé récemment. Ils avaient inventé des connectiques radiofréquences pour les télés, des connectiques que vous avez peut-être, comme moi, pas connues.
Ensuite, on s'est développé dans l'interconnexion optique, un peu de puissance et aussi des solutions multipoints. Donc Radial, c'est un groupe, donc on a différentes filiales et je ne vais pas forcément m'attarder trop là-dessus. On a une multitude de produits. Donc en fait, Radial, c'est assez spécifique, c'est qu'on a principalement des petites séries, avec quelques exceptions, des produits qui sont développés et conçus spécifiquement pour chaque projet et pour chaque solution, et dans une multitude de typologies de produits. Et je vais vous en présenter juste 3 pour essayer de vous montrer un peu la diversité de ce qu'on peut avoir chez Radial. Donc, premièrement, le connecteur multicontact, c'est des connecteurs qui permettent de connecter plein de câbles ensemble au même moment, au même endroit, donc le plus facilement possible, avec une interface mécanique simple. Ils servent dans le montage des avions. Donc l'objectif, quand on monte un avion, c'est qu'on ne vient pas souder chacun des câbles ensemble. Ils ont des clips rapides pour pouvoir monter soit les tranches d'avion entre elles, soit tous les ordinateurs qui sont installés dans le cockpit de l'avion, sous le cockpit, pour être branchés rapidement entre eux. Donc c'est des solutions qui sont dédiées uniquement, évidemment, à des industriels. Et on a une expertise sur ces solutions-là. On fait aussi des commutateurs RF et hyperfréquence. Donc ça, c'est des switches qui permettent de passer d'une ligne à l'autre très rapidement. Et la spécificité de Radial, je ne l'ai pas dit, c'est qu'on travaille en environnement sévère principalement. C'est-à-dire que nos produits ils sont faits pour aller soit dans l'espace, soit dans des zones de conflit, soit dans des avions. Donc ça veut dire des hautes différences de pression, des hautes différences de température. Et donc des connecteurs, des commutateurs qui doivent bouger rapidement dans ce genre d'environnement, c'est des solutions technologiques assez poussées. On fait aussi des antennes. Donc, pour partager de la radiofréquence avec le média qui est l'air. Donc voilà, on a vraiment des produits assez différents. Et donc du coup, quand il faut les adresser de façon transverse avec les enjeux environnementaux, à chaque fois, c'est des questions différentes pour chacun des produits. Donc je finis sur la présentation de Radial. Nos marchés, principalement, c'est l'aéronautique, la défense et les télécommunications, avec aussi beaucoup d'industriels maintenant et un peu de spatial. On a un enjeu à travers ces marchés et les enjeux environnementaux, c'est assez évident. Et il y a aussi un autre enjeu qui est important, c'est de réussir à équilibrer tous ces marchés, puisque lorsqu'il y a un marché qui est en difficulté, évidemment, c'est l'entreprise qui est en difficulté. Donc, je vais vous présenter maintenant ce sur quoi je travaille. Et avant de présenter le résultat du bilan carbone, je voulais vous présenter donc, ce que moi je fais au quotidien. Donc, le périmètre de mon travail, c'est ce qu'on appelle l'activité BGS. Donc, le BGS, c'est pour bilan des émissions de gaz à effet de serre. Donc, je ne dis pas bilan carbone pour des raisons obscures de nom de marque déposée. Mais donc, on utilise le terme BGS toujours pour décrire le bilan carbone. Donc, je vais dire BGS tout le temps. Essayez de retenir tout de suite que c'est le bilan carbone. Donc, mon premier work package, ma première périmètre d'activité, donc c'est spécifiquement le calcul du bilan carbone avec son amélioration pour qu'il soit de plus en plus précis, son automatisation pour qu'il soit facile à calculer et son auditabilité. Aujourd'hui, chez Radial et de manière générale, les entreprises commencent à être soumises à ce qu'on appelle la CSRD. C'est une nouvelle loi qui est particulièrement intéressante parce qu'elle va elle va obliger toutes les entreprises européennes à communiquer des résultats de performance environnementale, même de performance de durabilité, donc environnementale, sociale et gouvernance. Et cet enjeu implique qu'on va être obligé de restituer ces résultats et il va falloir qu'on s'engage à prouver qu'ils sont justes. Et pour ça, on va être audité par des organismes indépendants. Aujourd'hui, c'est ces acteurs-là qui vont venir nous auditer, c'est les mêmes acteurs qui viennent auditer les comptes financiers des entreprises. C'est des gens qui sont avec une grande rigueur des comptes financiers et ils viennent appliquer la même rigueur sur les enjeux environnementaux et sur la comptabilité environnementale. J'ai une deuxième partie de mon activité qui concerne ACT. Je vous présenterai ce que c'est. C'est la stratégie de décarbonation de Radial. Donc le coordonner, créer une gouvernance pour s'assurer que que les bonnes personnes au bon niveau dans l'entreprise puissent prendre les bonnes décisions qui redescendent au niveau opérationnel. Et mon rôle maintenant, ça va être de piloter cette partie-là. Et ensuite, j'ai une partie qui s'appelle support aux axes, c'est le terme interne, parce qu'on a plein d'axes de travail sur les enjeux environnementaux, donc le transport, l'éco-conception dont Béranger parlera, nos achats. Et donc
Mon rôle, c'est d'aller accompagner chacun de ces services ou chacun de ces axes pour créer de la comptabilité environnementale et notamment comptabilité carbone, pour qu'ils puissent savoir où mettre les pieds et quelles actions mener pour réduire nos impacts. Et pour finir, je fais de la veille, une veille méthodologique en lisant des rapports. C'est un point assez clé, la veille, dans nos métiers, parce que c'est assez nouveau quand même, les enjeux environnementaux. Alors, ça fait longtemps qu'on impacte la planète, évidemment, mais que les entreprises le prennent en compte et l'intègrent dans leur stratégie et dans leur recrutement, c'est quand même des sujets qui, heureusement, arrivent, mais sont nouveaux. Et donc, il y a une profusion de connaissances et de nouvelles façons de faire les choses qui arrivent. Et il est super important pour nous, au niveau des entreprises, de se tenir au courant de ce que les académiciens peuvent faire ou de ce que les autres entreprises peuvent faire pour essayer d'utiliser tous les outils les plus avancés pour pouvoir se décarboner efficacement. Donc sur notre bilan carbone, on a 3 enjeux majeurs. J'en ai un petit peu parlé, en fait, c'était les 3 missions que j'ai citées dans le BGS. Premièrement, c'est la qualité de la donnée. Donc, c'est ce que j'ai cité en disant que mon travail consiste en partie à l'amélioration de la donnée. La donnée dans une entreprise, c'est un sujet clé, vous vous en rendrez compte rapidement. On est capable de produire une multitude de données avec tous nos interfaces tout connectées, avec les logiciels qui permettent de faire de la gestion des flux et des stocks. Pour autant, cette donnée, elle n'est pas forcément de la bonne qualité et surtout, elle n'est pas forcément conçue et pensée pour être utilisée pour les données environnementales. Je m'explique. Aujourd'hui, une entreprise, elle est pilotée par l'enjeu économique. Et donc, du coup, le but de toute la structure des données, c'est d'optimiser les flux économiques et d'optimiser les coûts et les bénéfices. Donc, la façon dont on qualifie les données ne permet pas forcément de faire des calculs précis en termes d'impact environnemental parce que, par exemple, on va avoir besoin de flux physiques et pas de flux monétaires. Donc, je vais donner un exemple précis parce que sinon je vais vous perdre. Quand on fait un achat de cuivre, par exemple, pour Radial, on a besoin d'acheter plein de cuivre. Si je renseigne mal mon poids de cuivre, avant, c'était pas grave, parce que le poids de cuivre, en fait, il n'était pas réutilisé chez Radial. Personne ne suivait l'information de savoir combien de kilos de cuivre on achetait. Et en fait, quand on est arrivé avec Béranger, on a commencé à poser ces questions, et c'est nous qui avons créé cette donnée de savoir combien de poids de cuivre Radial achète pour pouvoir calculer l'impact carbone, parce que nous, on sait quel est l'impact carbone d'un kilo de cuivre acheté. Et donc, du coup, cette qualité de données, elle est en cours de création et c'est un enjeu majeur pour avoir des bilans carbone précis. Parce que sinon, on calcule en fonction de la donnée économique. Et pour le coup, ce n'est pas précis. Ce qui est important, c'est de savoir combien de kilos de cuivre on a acheté. Si on sait combien d'euros de cuivre on a acheté, ça ne nous permet pas de savoir son impact. Ensuite, un autre enjeu, donc je l'ai cité aussi, c'est l'auditabilité avec la CSRD. Donc, ça doit prendre beaucoup de temps. L'année dernière, j'ai passé 3 mois sur l'audit du bilan carbone. C'était le premier audit du bilan carbone qu'on faisait. Donc, voilà, pour vous donner un peu l'impression, vous montrer l'importance que ça peut avoir dans nos métiers. Et ensuite, l'automatisation. Donc ça, c'est central. Le premier bilan carbone que j'ai réalisé chez Radial, c'est en arrivant en stage. Donc, pendant mon stage de fin d'études, j'ai mis 6 mois à faire le bilan carbone, scope 1, scope 2, scope 3, c'est-à-dire en partant de l'extraction de la matière première de notre bilan qu'on utilise pour nos produits jusqu'à la vente chez le client. 6 mois pour récupérer des données, traiter les tableaux Excel, avec les outils qu'on a aujourd'hui, c'est beaucoup trop long. Et donc maintenant, on a automatisé le bilan carbone et il est en un clic, on peut le récupérer dans des plateformes digitalisées et on peut savoir quel BU a acheté combien de kilos de cuivre et donc du coup quel est l'impact associé à ce périmètre-là. Donc on a vraiment un outil qui devient très précis. Et je voudrais préciser un aspect avant de vous présenter justement le bilan carbone, c'est que le bilan carbone, c'est un objet qu'on appelle frontière. En fait, il se situe entre 2 mondes. Premièrement, et c'est le premier objectif que vous pouvez, je pense, avoir en tête, c'est la réduction de l'impact environnemental, la réduction des émissions de Radial. Mais avec la CSRD et l'enjeu de reporting, du coup, on doit aussi publier et présenter notre performance carbone. En fait, ce n'est pas du tout le même objectif. Parce que dans l'objectif du reporting, de présenter notre résultat, on doit donner un chiffre très précis, très juste surtout. Donc du coup, il faut qu'il puisse tracer, savoir toutes les hypothèses qu'on a prises, qu'on soit capable de les prouver. Alors que potentiellement, certaines de ces hypothèses peuvent être fausses. Et on n'est pas
on pourrait peut-être avoir par exemple une donnée un peu plus précise, mais qui serait moins prouvable. Et donc du coup, on cherche aujourd'hui des données plus précises pour aller plus loin dans notre bilan carbone dans la précision, sauf qu'on est limité parfois par l'enjeu de reporting et de justesse du calcul. Donc c'est un enjeu intéressant parce que quand on construit l'outil du bilan carbone, on est confronté à la fois aux services de reporting en interne qui nous demandent d'avoir un outil qui est auditable, et à la fois aux équipes opérationnelles dans les BU et les BE qui nous demandent d'avoir le plus précis possible. Sauf qu'il faut réussir à faire un compromis entre cette précision et cette fiabilité. Donc le résultat du bilan carbone de Radial, en 2023, c'était 55 160 tonnes de CO2 équivalent. Alors CO2 équivalent, si j'ai bien compris, vous avez été formé largement sur l'éco-conception, donc je ne vous explique pas ce que veut dire cette unité. Ce qui est important à noter, c'est que 30% de notre bilan, c'est les achats. Purchasing, c'est toute la matière qu'on achète. C'est les achats directs, c'est-à-dire les achats qui rentrent dans nos produits. C'est vraiment notre enjeu majeur. Et c'est aussi le cœur de notre métier. C'est-à-dire que notre travail, toute entreprise industrielle manufacturière, son travail, c'est d'acheter de la matière, de lui apporter de la valeur ajoutée et de la revendre. Mais donc, si on n'a pas cette matière au début, on ne peut pas produire la valeur. Donc après, tout l'enjeu est de savoir quelle matière on achète et réussir à travailler sur sa décarbonation. Le deuxième poste de nos émissions, c'est l'énergie, avec 21% de notre bilan carbone. Dans l'énergie, je compte le scope 1 et le scope 2, pour ceux qui voient ce que ça veut dire. Le scope 1 et le scope 2, c'est vraiment l'énergie qui est consommée par les sites de l'entreprise. C'est les émissions qui sont directement associées à l'activité de l'entreprise. Toutes les autres émissions qu'on peut voir hors des 21%, c'est des émissions qui sont en dehors de notre périmètre d'activité. Alors c'est au sein de notre périmètre de responsabilité, c'est-à-dire qu'on peut et on doit travailler pour réduire ces émissions, mais ces 21%-là, c'est vraiment ceux sur lesquels personne d'autre pourra travailler à notre place. C'est pour ça qu'on a des objectifs bien plus précis sur ces 21%. Je ne vais pas vous présenter tout le bilan carbone, mais l'idée, c'est d'avoir en tête que ce résultat, il nous permet de savoir quels sont les objectifs, quels sont les domaines du bilan carbone qui sont les plus importants, et donc, du coup, où est-ce qu'on doit prioriser notre action. Donc ensuite, à partir du bilan carbone, on peut construire une stratégie de décarbonation. Donc nous, on a utilisé une méthode qui s'appelle ACT. Maintenant, c'est Accelerate Climate Transition. Donc elle est déployée par l'ADEME. Et on a été subventionné par l'ADEME à hauteur de 50% pour pouvoir la mettre en place. C'est une méthode assez conséquente, donc avec 5 étapes, une multitude de tableaux Excel à remplir. Et pour ça, du coup, moi, j'ai été formé et mon responsable a été formé en interne pour pouvoir appliquer cette méthode. Et on a été accompagné par un cabinet de conseil expert sur ces sujets, lui aussi formé à la méthode. Donc, il y avait 5 étapes pendant cette méthode qui nous a permis à la fin de construire un plan d'action quantifié et opérationnel. Donc, on a un plan d'action, on est capable de dire à peu près quel va être son impact dans le temps, de combien est-ce qu'on va pouvoir réduire le bilan carbone ou de combien est-ce qu'on va pouvoir éviter qu'il augmente. Cette méthode, elle a un grand intérêt, et c'est ce qu'on a réussi à mettre en place, c'est de construire une vision et une stratégie qui émanent de la direction, mais qui devient opérationnelle quand on crée le plan d'action. C'est-à-dire qu'une stratégie de décarbonation dans une entreprise industrielle, elle ne se crée pas par la recherche et technologie ou par le service RSE, c'est forcément la direction qui doit s'impliquer dans sa construction, dans la réflexion de savoir qu'est-ce qu'ils veulent faire de l'entreprise dans un monde durable, qu'est-ce que va devenir Radial. La question qu'on a posée à la direction pendant un séminaire en octobre dernier, c'est que va devenir Radial dans un monde bas carbone. Et ils ont travaillé à décrire ce qu'allait être Radial. Ça nous a donné une stratégie globale, qui était macroscopique. Et ensuite, on est allé travailler action par action, pilier par pilier, un plan d'action pendant 1 an, et pour l'avoir finalisé en septembre. Donc ce plan d'action, il nous a permis de fixer 2 objectifs. Un premier objectif sur le scope 1 et le scope 2. C'est ce que je vous disais, c'est la partie énergie. C'est vraiment la partie sur laquelle il n'y a que nous qui pouvons agir. L'objectif, c'est de réduire de 46% nos émissions à horizon 2030. Et donc, du coup, on est aligné ce qu'on appelle 1.5 ou SBTI.
Donc, l'SBTI, c'est un organisme qui certifie que les entreprises, elles ont bien des objectifs alignés avec la science. Alors, j'ai bien dit des objectifs alignés avec la science. Elle ne certifie pas qu'on a un plan d'action qui va permettre de les atteindre et elle ne certifie pas qu'on les a atteints. Ça veut dire qu'elle certifie qu'on a un objectif. C'est déjà suffisant, mais ça ne permet pas vraiment d'être certain que les entreprises, elles sont véritablement en action. Et sur le scope 1, 2 et 3, on a aussi un objectif en intensité carbone. L'idée, c'est de se dire que Radial, comme les entreprises, on a prévu de croître. Comme de nombreuses entreprises, je pense, on a prévu de croître. Et donc, on sait déjà, on a prouvé lors du premier bilan carbone qu'il y avait une corrélation directe entre notre bilan carbone et notre chiffre d'affaires. Donc, on sait qu'en grandissant et en faisant croître notre chiffre d'affaires, on aura forcément une croissance de nos émissions. Donc, ce qu'on cherche à faire, c'est à se dire, ce qu'on veut, c'est que de réduire notre intensité carbone, donc la tonne de CO2 émis par million d'euros de chiffre d'affaires de 7 ans par an, sachant que c'est à peu près le niveau de croissance qu'on estime avoir sur le long terme. Donc l'objectif, en quelque sorte, c'est d'avoir un bilan carbone scope 3 qui soit plutôt stabilisé. On n'a pas encore réussi à prouver qu'on serait capable de le réduire. C'est pour ça, en fait, qu'on n'arrive pas à fixer un objectif en réduction d'absolu du bilan carbone. C'est parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas dire comment faire pour réduire les émissions d'une entreprise manufacturière. Donc on pourrait mentir, mais c'est le choix qu'on fait, c'est justement de se mettre face à cette réalité et derrière, de mettre en œuvre les actions pour essayer d'améliorer et d'être plus ambitieux, forcément. Donc ce que je disais, c'est qu'aujourd'hui, on sait que ces objectifs-là, ils sont atteignables au niveau global de Radial. Et par contre, demain, il va falloir qu'on décline ces objectifs au niveau opérationnel. Et je vais aller très vite sur cette fin parce que je prends trop de temps. Donc, cette stratégie bas carbone, donc on l'a construit avec la méthodologie, on s'est fixé des objectifs et ensuite on a développé cette stratégie. L'objectif, c'est que tout ce que je vous montre sur cette slide-là, ça nous permette d'atteindre les objectifs qu'on a cités. On a 3 grands piliers dans notre stratégie bas carbone. Le premier, c'est réduire l'impact carbone de nos activités. C'est vraiment notre périmètre du bilan carbone que je vous ai montré tout à l'heure. C'est vraiment tout ce que nous, on fait au quotidien. On achète de la matière, on vend des produits, on conçoit des produits, on transforme de la matière pour en faire des produits. Donc, c'est vraiment toutes nos opérations. Donc, ça, c'est le leader RSE qui s'occupe de ce périmètre, avec toute une multitude d'axes et déjà plusieurs ETP, donc plusieurs équivalents temps plein, donc des personnes qui travaillent à temps plein sur cette question uniquement. Ensuite, on a un deuxième axe qui est beaucoup plus complexe. Donc, c'est explorer et développer des nouveaux business models au service de la durabilité. L'idée, c'est de se dire que, vous l'avez vu dans nos marchés, on est acteur dans des marchés qui sont clairement carbonés. Et donc, du coup, il faut qu'on cherche à la fois à se diversifier pour chercher des marchés qui soient moins carbonés, voire surtout, ce qu'on cherche à faire, c'est à contribuer à des marchés qui décarbonent, voire même à des marchés qu'on appelle régénératifs. Aujourd'hui, on ne sait pas du tout comment se positionner. On produit des pièces en métal ou en plastique. Mais justement, l'idée, c'est d'aller chercher, et c'est là où on va avoir besoin d'innovation, pour identifier des nouveaux process et des nouveaux produits pour adresser ces marchés-là. Et au sein des marchés existants, on cherche aussi à développer des offres qui soient plus j'appelle offre green, si le terme passe bien, qui soient donc forcément moins impactantes pour des fonctionnalités similaires. Dans ce périmètre-là aussi, on a l'éco-conception, qu'on appelle Run, c'est-à-dire éco-concevoir nos produits. Et on avait dans le périmètre d'avant l'éco-conception Setup, qui est vraiment l'étape que vous présentera Béranger, donc l'étape de préparation de l'éco-conception et de quantification des impacts environnementaux. Et je vais finir avec le troisième pilier, c'est développer la conscience environnementale de notre écosystème. L'objectif de ce pilier-là, c'est de s'adresser auprès de nos collaborateurs et aussi de notre écosystème local. Donc ça peut être les zones industrielles autour de nos différents sites de production, ça peut être les pouvoirs publics. Par exemple, on échange avec les pouvoirs publics sur les sujets de PLU pour pouvoir installer des panneaux solaires sur nos sites. On vient discuter avec vous, j'espère qu'on aura le temps d'échanger. Donc c'est le fait de participer à travailler ensemble, à développer la conscience environnementale et à partager les connaissances qu'on peut avoir sur cette question et les problématiques qu'on peut avoir ensemble. Et auprès des collaborateurs, l'objectif c'est aussi de travailler sur la mobilité, le déplacement des collaborateurs
et sur les sensibiliser et les former petit à petit pour que ce soit aussi eux qui puissent intégrer ces enjeux dans leur métier. Moi, je ne vais pas aller faire le travail de chacun des collaborateurs de Radial en faisant plus green. Je ne sais pas faire leur travail. Donc, du coup, l'objectif, c'est justement essayer de leur apporter des questions et des solutions pour qu'eux puissent transformer leur métier. Et donc, du coup, je laisse la parole à Béranger qui va vous partager surtout la partie éco-conception, setup de cette stratégie bas carbone. Alors, merci Quentin. Avant de vous présenter en détail la timeline, je pense que c'est assez important de s'arrêter sur un point. C'est la taille de l'entreprise Radial. C'est une ETI, donc ce qu'on appelle une entreprise de taille intermédiaire. On a aux alentours de 4000 employés répartis dans le monde. Il faut savoir que le bilan carbone, je ne sais pas, mais pour l'éco-conception en particulier, qu'on soit dans une très grande boîte, ou alors dans une petite boîte ou dans une ETI, ce ne sera pas du tout déployé de la même manière. C'est hyper important de le savoir, je ne l'avais pas forcément en tête quand j'étais étudiant. Au-delà de tout ce qu'on fait en éco-conception, on a pas mal de benchmarks et de veille sur ce que font les autres entreprises, notamment avec Schneider, RTE, Thales, Safran et tout un tas d'autres. Et ils ne fonctionnent pas forcément de la même manière que nous. Donc nous, il faut savoir que l'équipe éco-conception que l'on a, elle a été déployée au sein du service recherche et technologie. Ça aurait pu être fait dans un autre service, ça aurait pu être fait tout à fait différemment. On n'est que 2. Quand on parle de Schneider, on parle d'une vingtaine, quarantaine de personnes selon les sites dans lesquels on travaille. Donc voilà, je pense que c'est assez important d'avoir ça en tête. Si jamais vous voulez travailler dans ce genre de domaine, de mon point de vue, il est préférable de travailler quand même dans des entreprises relativement grandes. Voilà. Je vais me mettre debout parce que là c'est un peu chiant. Alors, pour la construction de la démarche, donc on a débuté en 2021. À l'époque, alors j'étais pas encore là, mais je vais quand même en parler. À l'époque, c'est le pôle éco-conception qui est à Saint-Étienne qui est venu sur le site Radial et durant 3 jours, ils ont présenté donc à la direction et aux gens de la RT, donc recherche et technologie, ce qu'était l'éco-conception. L'idée, c'était d'avoir une première vision sur où on était Radial, ce vers quoi on voulait se diriger et comment est-ce qu'on allait s'y prendre. En 2022, on s'est dit, OK, pour avoir des actions en éco-conception, il va falloir qu'on fasse du calcul, il va falloir qu'on sache mesurer quel est l'impact de nos produits et ce qu'on va pouvoir faire dessus. C'est pourquoi on s'est dit, ça va être absolument impossible de former des centaines de concepteurs et de gens dans les bureaux d'études. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer un outil d'éco-conception. Donc, vous avez certainement déjà entendu parler d'analyse de cycle de vie, donc d'outils d'analyse de cycle de vie. Donc là, ce qu'on s'est dit, c'est que Radial a décidé d'embaucher quelqu'un pour faire un outil d'ACV simplifié. Et avec ça, une base de données d'impact environnemental, parce qu'un outil, c'est forcément lié à une base de données. Il faut savoir que les bases de données sur lesquelles vous travaillez, je ne sais pas si vous avez déjà fait des ACV, mais les bases de données internationales sont extrêmement globales. On ne va pas retrouver tous les alliages sur lesquels on travaille, tous les composites sur lesquels on travaille, tous les traitements de surface, tous les traitements thermiques et les procédés sur lesquels on travaille. Et donc, on a besoin à Radial, et dans toutes les boîtes d'ailleurs, de créer nos propres bases de données. Donc rien que ça, c'est déjà un boulot qui est assez titanesque si on veut faire des ACV simplifiés en interne. Donc ça, c'est ce qui a été mené en 2022. En 2023 et 2024, lorsque on se sentait un peu prêt en RIT, on s'est dit, bon, bah, pourquoi pas former les bureaux d'études en France. Donc on s'est baladé dans les 3 sites français. On est allé présenter donc, notre démarche, ce qu'était l'éco-conception. Et donc, en une demi-journée de formation, les ingénieurs repartaient avec une bonne vision de ce qu'est l'éco-conception, ce qu'on voulait faire à Radial et surtout les outils qu'ils avaient en main pour pouvoir, eux, voir leurs produits, combien ils pèsent sur l'environnement et qu'est-ce qu'ils peuvent faire. À la suite de ça, donc depuis 2022 jusqu'à maintenant finalement, on met à jour donc, nos outils, donc que ce soit la base de données ou l'outil d'ACV simplifié. Donc notre base de données, pour vous donner un ordre d'idée, elle fait à peu près 1000 lignes et une centaine de colonnes maintenant, donc ça fait beaucoup de matériaux, beaucoup de procédés, et surtout beaucoup de mises à jour à faire à la main, donc c'est relativement lourd. Et donc on met à jour constamment ça. Je vous parlerai de projets un petit peu plus tard, on va switcher sur un logiciel, mais je vais vous en parler après. Et donc en 2025, l'idée, comme l'a dit Corentin, on va partager l'éco-conception. Jusqu'à maintenant, l'éco-conception, c'était un service, la recherche et technologie,
dans le but de créer des outils pour soutenir les bureaux d'études. Ce qui va se faire, c'est que ça va se séparer en deux pour donner un petit peu plus de pouvoir aux bureaux d'études, parce que finalement, ce n'est pas nous qui allons changer les produits, c'est les bureaux d'études. Donc ça a été séparé en deux. La RIT reste telle qu'elle est, donc la recherche technologie, le service dans lequel je suis reste tel qu'il est, mais il va soutenir les bureaux d'études et eux vont se fixer des objectifs de réduction pour certains produits. C'est hyper important d'avoir ça en tête parce que jusqu'à maintenant, on travaillait uniquement en RIT. Pour vraiment s'imaginer une entreprise qui a 4000 employés, qui a 2 personnes à temps plein sur l'éco-conception, elle n'a pas beaucoup de leviers d'action sur les produits tels quels. Donc on peut proposer des outils, on peut sensibiliser, on peut en parler à longueur de journée, faire des communications. Néanmoins, si les bureaux d'études ne mettent pas la main à la pâte, eh ben, ça ne changera pas grand-chose. Donc comment est-ce qu'on fonctionne? On va commencer en bas à droite. Donc l'équipe, il y a un leader donc, qui est expert matériaux dans notre boîte et qui a aussi lancé l'initiative en 2021, qui s'est dit mais en fait il y a plein de choses à faire, il y a plein de substituts, donc pourquoi pas lancer la démarche plus globalement et pas uniquement les matériaux. Donc l'équipe, c'est 2 personnes à temps plein donc en recherche technologie et on a déterminé ce qu'on a appelé des points focus. Donc vous verrez ça dans toutes les boîtes. Dans les boîtes, il y a ce qu'on appelle les BU, donc les business units, c'est des unités d'affaires qui travaillent sur des secteurs spécifiques. Donc nous, on a 4 business units et pour chaque business unit, donc unité d'affaires, on a un bureau d'études. Et pour chaque bureau d'études, on a déterminé un point focus. Donc c'est quelqu'un qui fait le relais, donc qui est plus formé que les autres en éco-conception. Et au lieu de parler aux 200 ingénieurs français, eh ben, on va dire à ce gars-là d'aller voir toutes ses équipes. Ça permet de simplifier les échanges. On a 3 types d'activités différentes. Donc on a les projets. En général, en RIT, c'est des projets spécifiques aux outils d'analyse de cycle de vie. Et on a aussi un e-learning, histoire de former au-delà des bureaux français, aussi les collaborateurs à l'étranger. On a de la veille, comme l'a dit Corentin, c'est hyper important. Donc sur les nouvelles réglementations, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a l'ESPR qui va sortir, une réglementation sur l'éco-conception qui va tout changer. On a sur la fin de vie de nos connecteurs, on va en reparler un petit peu. Et les expertises. Alors là aussi, on a tout plein de domaines. Pour rentrer un petit peu plus dans le détail des expertises, on a des travaux sur la fabrication additive métal pour remplacer certains boîtiers qui sont faits actuellement en fonderie. On a des travaux sur du biomimétisme, avec des travaux donc sur les structures en lattice en particulier. On a des travaux sur la substitut de PFAS, vous en avez aussi peut-être entendu parler avec les poils Tefal. On a des travaux aussi sur les traitements de surface. On ne les cite pas tous ici, et j'en ai plus d'autres en tête. Alors, sur le périmètre, je rigole parce que ça a été une vaste question. Quand on est, encore une fois, dans une entreprise, il faut choisir les indicateurs sur lesquels on souhaite travailler. En éco-conception, quand on fait les premiers cours, en tout cas les cours que j'ai eus, on m'a dit l'éco-conception, c'est 2 choses en particulier. C'est une approche cycle de vie, donc de l'extraction de la matière jusqu'à la fin de vie, en passant par l'utilisation, la distribution et la fabrication. Mais c'est surtout et avant tout une approche multi-indicateur. Donc c'est ne pas travailler uniquement sur les gaz à effet de serre, mais avoir une approche santé humaine, qualité des écosystèmes, épuisement des ressources. Et donc pour ça, on ne peut pas travailler sur les 16 indicateurs qui sont proposés par la Commission européenne, ce serait beaucoup trop lourd. Surtout que, je le rappelle, on travaille avec des concepteurs qui ne sont pas, comme vous, formés à l'éco-conception, qui sont hyper pointus dans leur domaine, donc l'électronique et les différents domaines dans lesquels ils travaillent, mais qui ne sont pas formés en éco-conception. Pas assez, en tout cas, pour avoir une approche aussi pointue qu'on peut avoir en RIT. Et donc, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on va se concentrer sur 6 indicateurs. Et donc, pour ça, bon, je ne vais pas détailler la démarche, mais pour ça, on a utilisé donc une méthodologie qui est proposée par la Commission européenne, qui s'appelle la méthodologie PEF, et qui nous a permis de ressortir, à travers la cartographie de nos matières, uniquement 6 indicateurs. C'est hyper important pour nous de ne pas uniquement travailler sur le réchauffement climatique. On n'a pas le temps d'en parler aujourd'hui ici, mais on s'apercevra que sur certains de nos produits, certaines pièces de nos produits sont touchées par les gaz à effet de serre, certaines d'autres, mais si on s'intéresse à d'autres indicateurs, typiquement l'eau et
depletion, donc l'épuisement des ressources abiotiques. En anglais, c'est incompréhensible. Donc c'est le deuxième juste au-dessus de l'eau. On s'apercevra que, notamment sur les traitements de surface, on a énormément de choses qui ressortent sur ce dépôt-là, qui n'étaient pas forcément aussi émissives sur le CO2. Et donc, ça nous permet d'avoir des points d'attention en plus qu'on n'avait pas avant. Donc, les 3 projets que l'on mène en ce moment, j'en ai déjà un petit peu parlé au début. On a un projet, c'est un projet, les 2 flèches, bleues et vertes, au final, c'est un seul projet. L'idée, comme je l'ai dit, c'est qu'on a développé un outil en interne. Pour faire simple, c'est un Excel avec tout un tas de formules et d'équations pour pouvoir donner aux concepteurs la possibilité de mettre un impact environnemental sur leurs produits. Et surtout, de se poser la question, lorsqu'ils développent un nouveau produit, quel est l'impact de leur produit et est-ce qu'ils peuvent le diminuer. Ça, c'était la démarche initiale. Comme je vous l'ai dit, pourquoi on a fait ça? Parce qu'on ne pouvait pas se permettre de former 200 ingénieurs et qu'eux-mêmes n'avaient pas été formés lors de leur formation ingénieur. Ce qu'on se pose comme question, à partir de maintenant, c'est de switcher sur un autre outil. Donc de regarder ce qui se fait sur le marché. Donc vous allez me dire, pourquoi est-ce que vous n'avez pas fait ça dès le début? Parce que notre besoin principal, c'est pas écrit sur cette slide, mais notre besoin principal, c'est d'aller chercher de la donnée, comme l'a dit Corentin, d'une part de la donnée environnementale, d'une part de la donnée technique, donc des kilos de matière, des kilowattheures utilisés, des kilomètres parcourus. Toutes ces données, les 3 dont je viens de vous parler, les kilos, kilowattheures et kilomètres parcourus, c'est des choses qui existent déjà dans nos bases de données à Radial. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a ce qui s'appelle dans les entreprises les PLM, donc Product Life Management. C'est l'endroit où toutes ces données sont stockées. C'est-à-dire qu'il y a un lien qu'on peut faire directement entre ces PLM et nos outils d'ACV qui permettrait de simplifier la tâche des concepteurs. Au lieu de remplir chacune des cellules, ils vont chercher directement dans le PLM et il y a ce lien qui se fait. Donc rapidement, ce qu'on essaie de trouver sur le marché, c'est des logiciels d'ACV simples qui permettraient de répondre à ce besoin de recherche de données automatiques, mais qui nous permettraient quand même d'avoir la main sur notre base de données. Comme je vous l'ai dit, on a créé notre propre base de données. Aujourd'hui, quand on travaille sur, je ne sais pas si ça vous parle, mais quand on travaille sur un CIMAPRO, sur un Umberto ou sur un Gabi, ils ont leur propre base de données, en général EcoInvent, et ils restent là-dessus. Ils n'ont pas forcément des bases de données spécifiques à chaque boîte. Nous, on cherche à avoir les deux, garder notre flexibilité sur la base de données et donner aux concepteurs la possibilité d'aller chercher directement les données, une fois qu'elles sont implémentées dans la CV, venir les modifier comme ils veulent, et ensuite d'en tirer des résultats, des analyses de sensibilité, des points d'amélioration. Donc, je précise, c'est vraiment la première remarque qu'on nous a faite lorsqu'on a sorti notre Excel, on va dire, ACV simplifié. La remarque des concepteurs, ça a été de nous dire, vous êtes bien gentil avec votre truc, mais d'une part, ça va nous prendre beaucoup de temps, et d'autre part, toutes les données qu'on va devoir rentrer à la main, on les rentre déjà dans le PLM et dans le RP. Mais bon, on va pas parler de... Donc, on a déjà stocké toutes ces données quelque part. Donc là, on va refaire le travail 2 fois. Donc l'idée, c'est ça, c'est de simplifier un petit peu la vie des concepteurs. On en parlera aussi après lors du rétex, mais on pourra en parler des heures, mais c'est hyper important d'avoir cet aspect lien qu'on peut avoir entre les co-conceptions et entre les gens qui font les produits. Quand je suis sorti d'école, je me disais, c'est trop bien une ACV, on va pouvoir faire plein de choses. Une ACV, si on s'y prend bien en 2-3 mois pour un très gros projet, ça va se faire vite, on va pouvoir aller super vite. Ça fait 3 ans que je suis chez Radial. Pour être transparent, il n'y a pas un seul produit qui est éco-conçu pour le moment. Donc ça ne va pas si vite que ça en fait. Voilà, on peut repartir chez nous. Mais voilà, tout ça pour dire que ça prend énormément de temps et plus spécifiquement dans des grosses boîtes où il y a tout un tas de services à contacter pour avoir les données. Et voilà. Donc on va rentrer dans plus de détails plus intéressants. Donc le projet iRunner. Le projet iRunner, c'est un choix qui a été fait cette année de se dire, maintenant qu'on a des outils qui sont bien développés, on va choisir par BU, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, les business units, unités d'affaires en français. On va choisir un produit par BU, le produit le plus vendu, et on va essayer de l'éco-concevoir. Donc pour ça, on a pris quelqu'un en CDD pour travailler dessus, qui nous a fait donc des ACV sur l'outil qui a été développé en interne, donc sur un périmètre restreint, cradle to gate, je ne sais pas si ça vous parle, donc de l'extraction de la matière première jusqu'à l'apport du client,
pour voir ce que Radial pouvait faire. Euh, Du coup, quelle méthode on a utilisée? Donc pour faire simple, lorsqu'on calcule un impact environnemental, on peut le segmenter comme ça. On a à gauche les données d'activité, donc ce qui est la nomenclature du produit. Donc on va retrouver des kilos de matière, des kilowattheures utilisés ou des kilomètres parcourus. Donc ça c'est à gauche, la donnée d'activité. On a le facteur d'émission, qui est ce qu'on retrouve dans la base de données d'impact environnemental. Donc ça c'est par exemple des kilos de CO2 par kilo de matière ou des kilos de CO2 par kilowattheure, qui va dépendre du mix électrique dans le pays dans lequel on se trouve. Et enfin, on a l'impact environnemental. Et donc à partir de ça, on a essayé de séparer chacun de ces petits domaines et de voir comment est-ce qu'on allait pouvoir collecter la donnée. Parce que, encore une fois, quand on est en école et qu'on a toute la nomenclature qui est devant nous, c'est hyper facile. Sauf que quand on est en boîte et qu'on a un produit qui a des centaines de pièces, on sent que ça vient du cœur. Et qu'on doit aller chercher des poids de chacune des pièces, de comment est-ce qu'ils sont faits, de par où ils transitent, comment est-ce qu'ils transitent, est-ce qu'il y a des traitements de surface, où est-ce qu'ils sont faits, etc. etc. Voilà, ça prend beaucoup de temps. Du coup, on a 3 premières phases, donc des phases de collecte où on va chercher la nomenclature du produit. Donc là, on se rapproche des concepteurs. Donc là, on se rapproche des concepteurs. On a une phase où on va regarder la supply, donc toute la distribution du produit. Donc par où est-ce qu'il passe, quels sont nos différents vendeurs, où est-ce qu'il est fabriqué, où est-ce qu'il est assemblé. Et on a la dernière, la plus compliquée, qui est d'aller chercher les taux de matière et les taux de recyclé. Donc là, de la même manière, on est obligé de passer par des acheteurs et de leur dire est-ce que vous pouvez demander à nos fournisseurs de vous donner ces informations, si ce n'est pas déjà le cas. En général, ce n'est pas le cas. Et donc, on a un tas de formulaires à envoyer à nos fournisseurs pour qu'ils nous disent OK, sur les matières qu'on vous vend, on a tant de pourcentage de recyclé, tant de pourcentage de taux de perte matière dans le cas où on sous-traite certaines transformations du produit. Et donc voilà, donc on a en rouge, en gros, les principales étapes pour les données d'activité. En vert, en parallèle de ces étapes, on a de notre côté de la création de données, parce qu'en général, on ne sait pas quel traitement thermique spécifique on va avoir pour tel produit, ou quel traitement de surface, ou quel process. Donc on le crée en parallèle de ça. La même chose pour les matières. En général, on vient nous voir avec des matières hyper spécifiques, avec des alliages de cuivre qu'on n'a jamais vus. Donc voilà, on crée tout ça en parallèle. Une fois qu'on a ces deux informations, on fait la petite équation qui est toute simple, en haut à droite, et on a nos résultats finaux. Mais là, ce n'est pas fini. Là, on a une analyse de sensibilité. Donc, l'analyse de sensibilité, elle nous permet finalement de faire varier certains paramètres dans notre étude. Donc, par exemple, si on changeait le lieu où est fabriqué le produit, si on passait du Mexique à la France, dans notre cas, on aurait un mix électrique différent et donc un impact différent. Donc, finalement, on vient faire varier tous les paramètres de l'étude de sorte à voir qu'est-ce qui fait varier le plus le résultat final et qu'est-ce qu'on pourrait nous améliorer. Donc à la suite de ça, on en sort des points d'amélioration. Là, hyper important, les points d'amélioration, des gros échanges qui sont menés avec les concepteurs et les acheteurs pour être sûr que ces modifications sur le produit sont possibles et pas juste des propositions qu'on fait à la volée. Il faut savoir que les 2 premières années où j'ai été Radial, des propositions faites à la volée, j'en ai fait tout plein. Et à la fin des réunions, on me disait à chaque fois, est-ce que votre truc c'est possible? Pour quand et pour combien? Et moi, je leur disais non, je n'ai pas ces informations. Du coup, voilà, non, hyper important du coup d'avoir un lien avec le concepteur. C'est là où vraiment, on en parlait dans le train avec Corentin, c'est essentiel d'avoir vraiment une approche transversale avec tous les services pour qu'ils comprennent, eux, les enjeux que sont l'éco-conception et eux, quels leviers ils peuvent avoir. Donc qu'on soit dans un service achat, dans un service market, au bureau d'études, au service informatique ou en RT comme nous, on a on va dire, notre main sur quelques données pour faire avancer le truc. Donc c'est hyper important d'avoir tout le monde dans la boucle dès le début. Ça paraît un peu basique dit comme ça, mais c'est hyper important, surtout quand on est bien avancé dans une démarche et que d'un coup on va toquer à la porte d'un service et qu'on lui dit toi j'ai besoin de ta donnée, j'ai besoin que tu me donnes des choses là pour qu'on avance. Il va te dire ouais mais t'es qui toi? T'aurais dû m'en parler avant. Voilà. Et donc la dernière partie c'est la communication.
rien d'extravagant là-dessus. C'est oui. C'est important la communication, mais j'en reparlerai plus tard. J'en profite. Et donc, du coup, ce qu'on fait, notamment en communication, c'est qu'on cherche toujours chez Radial à rappeler que les résultats qu'on partage, c'est des résultats, c'est des estimations. Ce n'est pas la réalité directe. Ce n'est pas forcément exactement, précisément, le résultat, la réalité de l'impact environnemental du produit, par exemple. Parce que si on a fait en cradle to gates et que du coup, on n'a pas pris l'usage du produit et qu'il est installé dans un avion, eh ben, il nous manque une partie des émissions. Si, par exemple, on a pris le transport des produits et qu'on a pris un facteur d'émission de l'avion qui ne prend pas en compte les traînées de condensation, donc qui ne prend pas tout l'impact environnemental de l'avion, on ne va pas le savoir. Donc du coup, nous, on essaye tout le temps de mettre du relatif, parler d'incertitude, de dire que c'est des estimations, pour assurer le fait qu'on n'est pas une réalité très, très, très précise. Pour autant, on a quand même des résultats qui sont auditables, qui sont sérieux et qui nous permettent d'avancer et qui nous permettent de prendre des décisions. Mais ce n'est pas parfait. On vous dit aussi ça parce que au fur et à mesure des années, nos données sont forcément de plus en plus précises. Et donc, si on commence à fournir certaines données à des clients et qui reviennent 2 ans après en nous disant « mais là, vous ne nous avez pas dit que c'était une estimation, là, vous nous avez dit que c'était les chiffres réels tels qu'ils sont », donc là, on se sent un peu mal pour le coup. Donc ça aussi, pareil, ça paraît anodin, mais c'est hyper important. Donc là, le cas d'un produit spécifique, donc le projet Aeroneur, je ne sais pas si vous avez bien suivi, mais donc le projet sur lequel on a défini un produit par BU, le produit le plus vendu par BU, sur lequel on souhaite faire de l'éco-conception, donc éco-concevoir ce produit d'ici fin 2025. Ici, c'est un exemple, donc c'est un produit pour l'aéronautique. Donc c'est un produit multicontact, avec 20 pins précisément. Et donc, dans ce produit, bon là, vous ne voyez pas grand-chose, mais dans ce produit, on retrouve tout un tas de matières différentes. Donc, on a des composites, on a des thermoplasticaux de performance, on a des alliages d'aluminium, on a malheureusement un peu de PTFE, donc des PFAS. Voilà, donc on a tout un tas de matières différentes là-dedans. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a suivi toute la méthode que je vous ai présentée avant. On en a ressorti 3 points essentiels, dont je vais parler rapidement, mais notamment passer d'un traitement de surface réalisé au Mexique à un traitement de surface réalisé en France, qui permettrait de faire gagner 15% de gains sur les gaz à effet de serre. Bon, je ne vais pas parler de tout ce qui est possible de faire, mais voilà, vous avez un petit peu une idée des produits sur lesquels on travaille et comment est-ce qu'on peut les traiter. Je tiens juste à préciser quelque chose, pareil, qui paraît hyper anodin. Il y a une cam, donc le petit truc juste au-dessus, ouais, ça là, voilà. Ça, initialement, quand on a contacté le fournisseur et qu'on lui a demandé le taux de perte matière de ce petit machin, il nous a dit 98%. On s'est dit, ok, bon, c'est du décolletage, ça ne nous étonne pas que ce soit aussi élevé, mais 98%, c'est absolument énorme. Ça représentait au moins 10 fois l'impact du reste de toutes les autres pièces. Donc on s'est rapproché de lui, on lui a dit, mais vous êtes sûr de votre 98%, ça n'a aucun sens. Il a revu ses chiffres et en fait, il s'est rendu compte qu'il nous avait fourni le mauvais chiffre. Au lieu de nous dire que le poids initial de matière était de 11,2 grammes, il nous a dit que c'était 112 grammes. Voilà, bon, petite anecdote juste pour dire que la qualité de la donnée, c'est hyper important et que dans ce cas, si on avait pris ces chiffres, qui nous avaient d'ailleurs bien gentiment fournis, sans trop nous poser les questions de ce qu'il pourrait être capable ou non de faire, parce que le décolletage, il y a vraiment des fois où on est à plus de 100% parce qu'on a des pièces qui sont microscopiques. Là, je sais que je ne l'ai pas précisé, mais c'est vrai que c'est 37 grammes et c'est un très gros produit pour Radial. On a des produits qui font quelques micromètres, donc forcément, initialement, on a des quantités de matière brute qui sont énormes. Voilà. Tout ça pour dire que la qualité de la donnée, c'est essentiel. Donc les objectifs, quelle phase du cycle de vie est impactante, quelle pièce, sur quel indicateur, bon, je vous apprends rien ici, et donc en sortir des points d'amélioration. Voilà. Je vais parler rapidement, voilà, ça file, je vais parler rapidement des enjeux des ACV à travers 3 points. Ouais, 3 points qui me semblaient assez essentiels. Pareil, lorsque je suis arrivé à Radial et qu'on a présenté un peu la démarche au bureau d'études, donc lorsqu'on a fait un peu le tour de France sur les 3 sites, ils nous ont dit, la première réaction, ça a été, lorsqu'on a présenté donc la route Brézet, que vous avez certainement déjà vu, ils nous ont dit, on le fait déjà ton truc là. Donc réduire la quantité de matière,
on t'a pas attendu pour le faire. Et évidemment que c'est un gain économique, donc on le fait déjà. Et donc ça a été un peu un souci pour nous de défendre un petit peu l'approche et de se dire, d'une part, la partie économique, on a bien compris qu'il y a un enjeu là-dessus. Néanmoins, nous, ce qu'on essaye d'apporter, c'est un petit E au QCD, donc qualité, coût, délai, environnement. Et donc, si tu veux, je vais appuyer. Et donc, l'une des solutions à ça, donc, le premier truc, c'est le temps. Donc, c'est l'adaptation au changement. Vous avez certainement déjà vu cette courbe, mais c'est dans un premier temps, on va ressentir de la colère, du déni, et puis petit à petit, ça va rentrer dans les têtes à force de faire des communications, à force de faire des ACV. Ils comprennent l'intérêt, et donc des solutions à moyen terme pour parer un petit peu ça, c'est de la formation, de voir des cas concrets, de voir l'intérêt que ça peut avoir. Et on s'aperçoit qu'on arrive à avoir parfois des solutions qui ont aussi bien un intérêt qualitatif qu'économique qu'écologique. Voilà, donc un petit enjeu autour de ça. ACV, VSE, co-conception, donc là on est en plein dedans. C'est à un moment donné, si jamais vous travaillez là-dedans, vous allez voir que on se retrouve un peu bloqué dans une sorte de loop infini où on se dit, ok, il faut qu'on fasse des ACV sur tous nos produits. Donc on va faire plein d'ACV, on va devenir hyper fort en ACV, on va les faire très rapidement pour pas très cher. On va même pouvoir faire de la déclaration environnementale si on se chauffe un peu. Sauf que les ACV ne permettent pas de faire des éco-conceptions, donc ça permet d'une part de ressortir, on va dire, les postes à émission les plus importants, mais ça ne permet pas de dire, ok, comment est-ce qu'on va modifier ça pour faire un produit éco-conçu. Et donc là, on est en plein dedans, donc on est au moment à Radial, au bout de 2 ans et demi, 3 ans, de se dire, ok, on sait faire ça. Maintenant, il faut qu'on passe un peu la main au bureau d'études, aux gens qui travaillent sur les produits, pour pouvoir se définir des objectifs, proposer des plans d'action, des stratégies, et essayer de les suivre et de faire de l'éco-conception en tant que telle. Donc nous, ça ne nous empêche pas d'avoir des compétences là-dessus et de partager nos compétences là-dessus. Par contre, il faut vraiment qu'il y ait cette seconde étape de, maintenant qu'on sait faire ça, les bureaux d'études, vous prenez la main et vous le faites vraiment, quoi. Donc ça doit passer par des phases extrêmement compliquées, des fois de requalification du produit qui prend vraiment beaucoup de temps et beaucoup d'argent, mais ça reste nécessaire pour faire de l'éco-conception. Je t'en prie. Tu dis juste requalification des produits, ça prend beaucoup de temps. Je pense que vous ne vous rendez peut-être pas compte, mais qualifier un produit dans un secteur comme l'aéronautique, c'est plusieurs années. Ça peut prendre 5 ans. Donc en fait, là aujourd'hui, si on voulait éco-concevoir nos EPX, c'est-à-dire des produits phares qu'on vend à Airbus et à Boeing, il faudrait qu'on s'y mette maintenant, qu'on ait la solution aujourd'hui, qu'on prenne 5 ans de qualification pour que dans 5 ans, les produits ils commencent à être produits pour être vendus pour des avions qui seront du coup plus tard. Donc en fait, il faut avoir ça en tête, c'est-à-dire que la ligne de temps et le temps de l'économie, le temps de l'industrie, ça n'a rien à voir, ça c'est un peu opposé au temps de l'urgence climatique et environnementale qu'on connaît. Je ne vous l'apprends pas. Donc, et ça, c'est un véritable sujet. Voilà, la qualification, ça peut vraiment prendre beaucoup de temps. Et donc, du coup, comment agir? À la fois, il faut qu'on cherche à qualifier de nos produits et aussi trouver d'autres biais pour réduire l'impact. Et le dernier, on en a déjà bien parlé aussi, mais c'est la qualité de la donnée. Donc aussi bien la donnée qui est déjà stockée dans nos PLM, donc les nomenclatures produits, que de la donnée environnementale. Les deux, on a vraiment des questions de qualité, d'incertitude qui reviennent constamment. Donc encore un enjeu. Et je vais passer cette partie. Donc, vu que le temps file, je vais passer cette partie-là rapidement. NZD, c'est une méthode qui est développée par Carbon 4 qui permet de dépasser le bilan carbone et de proposer la lecture du bilan carbone d'une entreprise, enfin, justement la lecture de la performance carbone d'une entreprise à l'aune de comment elle participe à adresser la question du changement climatique d'un point de vue global. C'est une méthode très intéressante et on s'en sert un peu en interne. Mais ce qu'on voulait vous partager avant de conclure, c'était une étude qu'on a menée sur la subjectivité de la comptabilité environnementale. Rapidement, à l'issue du premier bilan carbone, donc moi j'étais sorti de stage, je ne sais pas si vous êtes, je ne sais pas trop en quelle année vous êtes, mais donc là, mettons qu'il y a des 5e années, dans 6 mois, vous allez avoir fini votre stage de fin d'études, 8-10 mois. À ce niveau-là, à ce moment-là, donc j'avais quasiment votre âge, je suis arrivé devant la direction de l'entreprise, je leur ai montré le bilan carbone, et en fait, ça a fait qu'ils ont pris des décisions et ils ont priorisé certaines actions à partir de mon résultat de stage. Et en fait, là, je me suis dit,
Attends, mais vous êtes sûr que vous prenez mon résultat à moi? Ben, moi, je ne sais pas faire. Voilà, je sors juste d'école, j'avais jamais fait de bilan carbone avant. Je ne sais pas si c'est juste, je suis même pas capable de comparer un bilan carbone parce qu'on n'a pas le droit de comparer les bilans carbone parce que c'est des périmètres différents, donc ils sont incomparables. Et je me suis dit, en fait, en plus, lorsque j'ai fait le bilan carbone, j'ai pris plein d'hypothèses tout seul dans mon coin. Et personne ne savait faire dans l'entreprise du bilan carbone. Donc, je me suis demandé comment est-ce que je peux être sûr, comment est-ce que je peux être sûr que le résultat que je propose et que les résultats de manière générale qu'on propose en quantification environnementale, il est pertinent, il est objectif, ou du moins il peut permettre de prendre une décision. Je rebondis rapidement là-dessus. Corentin et moi, on a été un peu dans le même cas à arriver dans l'entreprise. Comme nos services sont encore relativement petits par rapport à la taille de l'entreprise, tout de suite, on se dit, OK, eux, c'est les référents, c'est les experts dans ce domaine. Et donc, pareil, il faut peser chacun des données environnementales qu'on va sortir, bien avoir, c'est logique, mais bien avoir toutes les hypothèses en compte, bien, voilà. Donc, c'est ça. Tu as raison, le moins de résultats que nous, on propose et qu'on présente à nos responsables ou à différentes personnes dans l'entreprise, c'est pris comme argent comptant. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on a mené cette étude pour regarder comment est-ce qu'on pouvait être sûr de nous. Et ce qu'on trouve, c'est qu'il y a plusieurs écarts. On part de la réalité, tout à votre gauche. Par exemple, pour le bilan carbone, la réalité qu'on pourrait décrire comme Radial a un impact sur le changement climatique, sans accent, directement par son activité et indirectement à travers notre participation à notre chaîne de valeur, c'est-à-dire le scope 3 dont je parlais tout à l'heure. Ça, on pourrait dire que ça, c'est à peu près la réalité de ce qui se passe. Ensuite, on fait un calcul, donc le bilan carbone, et on a un résultat. Donc le calcul, il donne un résultat avec une certaine méthode, donc il donne un résultat en CO2 équivalent, sur un périmètre défini par la méthode et par les choix qu'on a fait en interne, avec des incertitudes. Mais donc, du coup, ce résultat, il ne transcrit pas forcément la réalité de ce que j'ai cité tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a des incertitudes. L'incertitude, c'est la probabilité, quantifier l'incertitude, c'est quantifier la probabilité de chance que le chiffre qu'on donne soit le plus proche possible de la réalité. Il faut savoir quelle est la réalité pour quantifier l'incertitude. Quand on n'a que notre calcul, on ne connaît pas la réalité, donc l'incertitude, c'est une estimation. Donc on est capable de qualifier certaines incertitudes, et il y a aussi des incertitudes qu'on ne peut pas estimer. Pour vous donner un exemple, ce qu'on appelle par exemple des incertitudes scientifiques, c'est des incertitudes sur lesquelles la science n'a pas encore donné de résultat. L'aviation, donc aujourd'hui on sait qu'un avion, quand il vole, il crame du kérosène, ça émet du CO2. Ça c'est à peu près facile. On sait aussi qu'un avion, quand il vole, il laisse derrière lui une traînée de condensation. Vous les voyez en été dans le ciel, c'est des grands traits blancs. Ça fait en quelque sorte des nuages. Ces traînées de condensation, elles ont un impact sur le forçage radiatif. Et donc, du coup, en quelque sorte, ça multiplie par 2 l'impact sur le réchauffement climatique du vol d'un avion. Mais on sait aussi, du moins on pense, que lorsqu'un avion il traverse un nuage, du fait qu'il brûle du kérosène, il émet des particules fines. Et ces particules fines réagiraient avec l'eau et modifieraient le forçage radiatif des nuages. Ça, aujourd'hui, on ne sait pas dire à quel point les avions ont un impact sur le changement du forçage radiatif des nuages. La science, elle n'est pas encore capable de prouver et d'expliquer ça. Donc du coup, c'est une incertitude non estimée. On ne peut pas dire à quel point on est proche ou loin de la réalité sur cet aspect-là. Et donc, voilà, je vous ai pris l'exemple de l'avion, parce que je le connais déjà. Et il y en a plein d'autres. Peut-être que d'ailleurs, il y en a une multitude que je ne connais pas, parce que justement, c'est tout l'enjeu de cette question-là. Ensuite, ce résultat-là, on ne le garde pas dans notre tableau Excel et accroché dans notre bureau à nous, bien rangé. L'objectif, c'est de le communiquer. Donc, on va aller le communiquer à la direction, aux employés, aux collaborateurs. On va aller vous communiquer, vous, à l'extérieur. Mais en fonction de qui vous êtes, vous n'allez pas le comprendre pareil. Et du coup, en fonction de qui vous êtes et de ce que vous devez faire de ce résultat, vous n'allez pas l'utiliser de la même façon. Par exemple, donc ça, c'était la première version du bilan carbone quand on parlait d'estimation. Dans la première version du bilan carbone que j'ai fait en sortant de stage, c'était 60% l'impact carbone de nos matières. Aujourd'hui, c'est plus que 30%. Donc, quelqu'un pourrait se dire, en voyant ce résultat-là, 60% de nos émissions, c'est la matière, on aura toujours besoin de matière. Fin du game, on ne bosse pas sur le bilan carbone. Et l'enjeu, c'est de réussir à communiquer les résultats pour que les gens puissent les saisir et leur donner des résultats qu'ils puissent utiliser pour améliorer les choses. Et donc ça, c'est déjà, premièrement, ça crée un écart de compréhension.
Donc quand les gens comprennent mal le résultat qu'on veut donner, ou par exemple, si on partage mal le périmètre. Si je vous dis que le bilan, je vous ai montré le bilan carbone de Radial, mais je ne vous ai pas dit qu'il manquait l'usage de nos produits. L'usage de nos produits, c'est énorme par rapport au bilan carbone que je vous ai montré. Et parce qu'aujourd'hui, on n'est pas capable de le communiquer, on ne peut pas le communiquer parce qu'on n'est pas capable de le calculer précisément, notamment quand on met des tout petits connecteurs dans des stations de base 5G, on ne sait absolument pas quel est l'impact carbone de ça. Donc, mais voilà, c'est l'écart entre ce que vous avez compris de ce que je vous ai présenté et le périmètre réel du bilan carbone. Donc ces écarts-là, pour adresser ces deux questions, on a quand même fait une étude, donc du coup on a essayé de proposer 2-3 solutions. Donc déjà en interne, on calcule les incertitudes du bilan carbone, on l'estime, mais j'ai donné un chiffre, j'ai dit à mes responsables, voilà, c'est X, le pourcentage du bilan carbone, l'incertitude du bilan carbone. On m'a dit, ah bah du coup, déjà les gens n'ont pas forcément bien interprété le chiffre, et ils ont pu mélanger un peu les pinceaux avec les calculs, mais surtout, derrière, après, ce chiffre-là, il a été porté en étendard en disant, bah voilà, regardez, notre précision, c'est ça, alors que c'est une estimation que j'avais faite. C'est tout l'enjeu de la communication des résultats. C'est-à-dire que moi, c'était une estimation avec une méthodologie que j'ai essayé de construire à l'issue d'études académiques. Donc aujourd'hui, le pourcentage d'incertitude, on ne le partage pas. Par contre, ce qu'on sait, c'est que ça nous aide en interne à orienter l'amélioration. Je sais que c'est sur l'achat de matière, les services où j'ai le plus d'incertitudes. Et donc, du coup, je vais essayer d'orienter mon amélioration sur ces points spécifiques. Et l'autre aspect qu'on a sorti de cette étude, c'est donc un guide sur la communication des résultats de quantification environnementale. On s'est mis autour de la table avec Béranger, avec l'équipe éco-conception. On a dit, voilà, quand on fait un calcul d'impact environnemental, c'est quoi les enjeux associés à la communication de nos résultats? Et on s'est mis d'accord sur des templates pour communiquer nos résultats de façon de concert, voilà, avec les mêmes méthodes. Et aussi, ce guide-là, on le communique à nos communicants, aux personnes qui font de la communication en interne, pour qu'ils puissent, lorsqu'ils vont par exemple présenter dans notre réseau social interne des résultats de quantification qu'on a pu faire, ils puissent être conscients de l'enjeu qu'il y a à communiquer les résultats comme il faut, je dirais, ou surtout les plus précisément possible. Et je finirai sur cette partie communication en disant que la bonne phrase pour présenter le résultat du bilan carbone de Radial, ce serait de dire que le bilan carbone de Radial, c'est 55 159 tonnes de CO2 équivalent sur un périmètre scope 1, scope 2, scope 3 sans l'utilisation, sur le groupe Radial sans la filiale un tel, en 2023. Une phrase, j'ai fait exprès de la faire un peu vite, je pense que vous n'avez pas forcément suivi toute la phrase. C'est trop long pour de la communication. Sauf qu'on a quand même besoin de communiquer le résultat du bilan carbone, et on a besoin de se servir de ce résultat pour aller chercher de l'engagement auprès de nos collaborateurs, aller voir nos clients et nos fournisseurs en leur disant regardez ce qu'on fait, on calcule notre impact, venez travailler avec nous pour le réduire. Et donc du coup, on a vraiment un enjeu autour de cette question de communication. Quel est le bon niveau de justesse et de précision qu'il faut pour que la personne elle soit en capacité d'agir avec nous, et quel est le bon niveau de vulgarisation et de simplicité qu'il faut pour qu'elle comprenne ce qu'on lui raconte. Donc c'est une question qui est ouverte encore aujourd'hui. On fait des essais. Puis petit à petit, c'est plus par expérience qu'on avance et qu'on voit qu'est-ce qu'il faut enlever et qu'est-ce qu'il faut rajouter. Ouais, du coup, très très rapidement, les deux derniers points. Donc un retour d'expérience sur le fait d'avancer dans le flou, c'est un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure. Lorsqu'on est arrivé à Radial, c'était un sujet très peu connu dans un domaine hyper spécifique. Donc on parle quand même de D3E, donc équipement électrique électronique industriel. Donc on ne parle pas d'un four ou de machine à laver ou de frigo qui ont déjà leur propre REP, donc responsabilité élargie du producteur. Donc c'est bien plus simple pour eux de travailler notamment sur la fin de vie. Il y a des éco-organismes comme écosystèmes écologiques qui ils font d'ailleurs, ils collectent en déchetterie ces D3E et puis après ils les traitent et ils le recyclent. Tout ça pour dire que bref, les produits que l'on sort de chez Radial, c'est du très spécifique, on a tout un tas de domaines différents, on a très peu de volume. Encore une fois, si on compare par rapport à des frigos, on a des volumes très très faibles de produits. Je vous ai montré tout à l'heure un produit qui faisait 30 grammes, on en vend quelques dizaines de milliers. On a des produits qui font quelques grammes ou quelques microgrammes, donc c'est vraiment très très faible en termes de volume. Néanmoins, en termes d'intensité, on n'a pas parlé de criticité des matériaux, on pourrait en parler aussi très longtemps, mais en termes d'intensité en matière,
on a des alliages hyper spécifiques, on a des traitements de surface avec de l'or, avec de l'argent, bref, on a des PCB, voilà, on a tout un tas de matières intéressantes, et donc un minerai énorme. Et le deuxième point, je ne sais plus ce que c'était, domaine particulier et nouveau sujet. Oui, au niveau des réglementations aussi. Bon, je vais passer rapidement dessus. Comme je vous disais tout à l'heure, il va y avoir une nouvelle réglementation. Donc, le plan d'action va être lancé début de l'année prochaine pour réguler donc, sur le marché européen tous les produits qui vont être vendus afin d'avoir, de normaliser en fait au niveau européen qu'est-ce que les fournisseurs de produits devront préciser. On parle notamment de passeport digital et il y aura tout un tas de questions sur la durabilité des produits, la recyclabilité. Le taux de recyclé, bref, des informations que l'on devra fournir. Donc c'est pour ça aussi qu'on essaye de prévenir un petit peu ces demandes. Il faut savoir que jusqu'à maintenant, la dernière directive sur l'éco-conception datait de 2009 et elle était uniquement sur les produits liés à l'énergie, donc tout ce qui est CVC, donc clim, ventilation, chauffage, tout ça. Voilà, donc voilà, on est aussi confronté à tout ce qui est réglementation, mais c'est très très nouveau dans le domaine des équipements électriques, électroniques et industriels. Et je compléterai sur avancer dans le flou. L'idée à travers cette phrase, c'est de, pour nos métiers, on ne sait pas vraiment où on va. Il n'y a pas de méthode toute faite que pourrait nous donner un cabinet de conseil ou un expert académicien qui nous dirait voilà comment faire pour éco-concevoir. Ce qu'a dit Jean-Louis tout à l'heure au début, c'est et un produit directement, il est éco-conçu et être sûr que ce produit-là, c'est le bon et qu'il soit bien éco-conçu, personne ne sait dire ça. Et donc, du coup, en fait, on est dans une situation où, avec nos métiers, on avance, on fait le mieux qu'on peut, on avance le plus vite, autant qu'on peut, aussi vite qu'on peut, mais, et on cherche à avoir le moindre impact possible. Mais on ne sait pas quand est-ce qu'on va atteindre l'objectif. Et on ne sait pas si on atteindra un objectif. On fera juste du mieux qu'on peut, et tant mieux, c'est ce qu'on cherche à faire. Et on est aussi forcément un sujet, on a forcément, nous, un sujet de dissonance cognitive. Travailler pour la décarbonation et la transition écologique dans son ensemble au sein d'une entreprise industrielle. Quand je dis entreprise industrielle, je l'entends au sens classique, c'est-à-dire manufacturière, et surtout dans une économie linéaire, c'est-à-dire qu'on va gratter la terre pour sortir les cailloux, pour en extraire 1 milligramme de cuivre et aller le mettre dans un connecteur qui sera utilisé pendant 30 ans et après qui sera acheté dans une poubelle ou stocké dans un désert. Stocké dans un désert. Dans des avions ou pour la défense. Et dans des marchés en plus qui ont des impacts sociaux et environnementaux importants. Donc c'est une vraie question qu'on se pose au quotidien en fait, de travailler pour ces questions-là. Et j'ai essayé de mettre 3 réponses pour lesquelles moi ça me motive quand même de rester et je suis très content par le job que je fais. Premièrement, on participe à la création de nouveaux paradigmes. Ça peut paraître grandiloquent, mais malgré tout, quand on voit surtout Béranger, quand il échange avec nos clients ou nos fournisseurs, des grands noms de l'industrie en France et en Europe, on n'a pas à rougir de notre activité en éco-conception. Alors que vous avez vu où ça en est. Voilà, on avance, mais on n'est pas encore, on ne produit pas de l'éco-conception en permanence. Donc du coup, on a le sentiment de vraiment être en train de créer des choses nouvelles et des nouveaux paradigmes qui pourront peut-être par la suite être utilisés ailleurs. Et peut-être que c'est faux et qu'il y a déjà des gens qui ont déjà tout pensé et tout solutionné, mais si vous le savez, n'hésitez pas à nous partager l'info. On travaille aussi à construire des plans qui soient à la hauteur des enjeux. Ça, c'est un aspect important, c'est que moi, du coup, en sortant d'école, sortant de mon stage, j'ai été directement confronté à échanger avec la direction pour penser ces questions-là. Et j'ai été quand même assez saisi que notre direction, elle avait véritablement compris la question et elle avait vraiment envie d'avancer. C'est pas pour autant que ça avance facilement, mais il y a vraiment une véritable ambition de se mettre à la hauteur des enjeux. Et donc, c'est un aspect pour lequel qui motive à rester, qui motive à travailler dans l'industrie. Et c'est aussi un enjeu important, c'est-à-dire que si vous n'avez pas dans les entreprises industrielles des directions, des actionnaires qui sont motivés pour avancer là-dessus, ce sera très difficile. Et donc justement, c'est tout l'enjeu de la finance verte pour que les actionnaires poussent les entreprises à avancer. Et le dernier point, c'est l'enjeu de la comptabilité environnementale. Je vais un peu m'attarder là-dessus. L'économie, aujourd'hui, comme je l'ai dit, une entreprise, elle fonctionne en suivant son chiffre d'affaires. L'économie, elle fonctionne en suivant le PIB, clairement. Et on ne sait pas,
on ne prend pas en compte dans chacune de nos décisions, à tous les niveaux, on ne prend pas en compte les enjeux environnementaux ou sociaux. Et la question, c'est comment est-ce qu'on peut faire pour prendre en compte ces enjeux à tous les niveaux de décision, que ce soit à l'échelle du projet dans une entreprise industrielle ou à l'échelle globale. Et la solution qui est portée aujourd'hui, et c'est ce qui est porté par la loi de la CSRD, c'est de dire qu'il faut chercher à créer des systèmes de comptabilité sociaux et environnementaux qui soient au moins aussi performants que la comptabilité économique qu'on a déjà et qu'on a construit avec des dizaines d'années de travail pour pouvoir justement permettre de prendre les bonnes décisions au bon endroit, au bon moment. Et en fait, au sein des entreprises avec nos métiers, avec Béranger, on participe à travailler sur ces enjeux-là en allant chercher au niveau des projets, au niveau des prises de décision d'investissement dans l'entreprise, à quel moment est-ce qu'il faut donner quel type d'informations pour que la décision soit prise, la bonne décision soit prise. Parce qu'il ne faut pas chercher non plus à réduire forcément tout le temps en permanence l'impact environnemental. Il y a des moments où il y a des investissements qu'il faut qu'on fasse. Il y a des moments où l'impact environnemental, la réduction de l'impact environnemental est trop chère par rapport à ce qu'on peut faire aujourd'hui. Et donc du coup, c'est réussir à poser tout sur la table pour prendre les bonnes décisions de façon le plus éclairée possible. Ça, c'est assez engageant. En tout cas, moi, ça me motive et ça me passionne. Mais j'espère que vous pourrez découvrir un petit peu ces questions-là plus tard. Voilà, bah, merci pour votre attention et on est à l'écoute de vos questions. Ben, merci beaucoup, Béranger et Corentin, pour votre présentation. On voit bien la difficulté des enjeux. Est-ce que vous avez des questions ?